Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, Foot Express Live épisode numéro 3. Alors pour aujourd'hui, pour analyser la crise des Girondins de Bordeaux, on accueille Norbert de la société Aléval Consult. En fait, on revient juste après sur votre société. Bonjour Norbert. Bonjour Olivier. Et puis pour décrypter le tirage au sort de la Coupe du Monde, puisqu'en fait on est sur un moins de 6 mois de la Coupe du Monde en Russie, on est ravi d'accueillir David Bonan qui est agent de joueur. Bonjour David. Bonjour Olivier, merci pour votre invitation aujourd'hui. Et puis évidemment notre globe-trotter, notre reporter Pascal Aguillou. Bonjour Pascal. Bonjour. C'est parti pour 30 minutes de bonheur, de couleur, de reportage sur Foot Express. Et on commence avec vous Norbert, directeur de la société Aléval Consult. Comme je le disais, vous êtes surtout supporter des Girondins de Bordeaux. Alors en ce moment, c'est un peu les montagnes russes, les Girondins de Bordeaux. Nous, on a tendance à dire que le club est en crise, mais vous n'êtes pas forcément de notre avis. Tout à fait. Bon, déjà, je suis supporter, donc je ne suis pas forcément objectif. Je suis reporter depuis tout petit. Et donc, même si ça fait rire Pascal. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de crise. On a quand même du jeu, on a des joueurs, on a un bon entraîneur. Et donc, malgré les bruits qui commencent à venir du nord de la Garonne, comme quoi Gourvenex serait menacé, pour moi, voilà, ça va passer par le jeu. Il y a eu un coup de moins bien parce que beaucoup de joueurs ont été utilisés en début de saison. Et c'est en train de remonter. Les derniers matchs sont plutôt encourageants par rapport aux défaites suite à la défaite à Paris. Alors, dernier match encourageant. Il y a quand même 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Il y a plusieurs débats, notamment tout l'allant en défense, la dépendance de Malcolm en fait, qui va vous manquer là, sur quelques matchs au mois de décembre. Quelles sont vos satisfactions néanmoins depuis ce début de saison? Bordeaux est dans la deuxième partie du tableau. Et vu le recrutement, les ambitions affichées cet été, on peut penser même de l'extérieur, même si on n'est pas bordelais, qu'effectivement on n'est pas à la hauteur en fait, des attentes. Alors la satisfaction, c'est le début de saison. En fait, le début de saison, Bordeaux a montré du jeu, a montré de l'engagement. Donc ça veut dire qu'il y a la qualité, qu'elle est là. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer. Ça va passer par le travail. On sait que les saisons froides réussissent pas beaucoup à Bordeaux, parce qu'il y a pas mal de Sud-Américains qui sont arrivés depuis pas très longtemps. Donc il faut aller dans l'adaptation. Et les joueurs qui étaient fatigués, qui ont eu un coup de moins bien après la défaite de Paris, je pense qu'il a fait mal, malgré les apparences ou ce qui a été dit. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer Malcolm, qui nous a témoigné que c'est vrai qu'une défaite, une fessée, comme on dit, voilà, c'est vrai que ça laisse des traces. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'avec Bordeaux, c'est un peu, on entend tout le temps la même chose. C'est-à-dire que on sait qu'il y a de la qualité, c'est un club quand même plutôt sain, voilà, il y a une dimension historique aussi. Je veux dire, les Girondins dans le championnat de France, c'est quand même voilà, une institution, entre guillemets. Mais voilà, c'est le calme plat. C'est-à-dire que c'est pour ça que je sais même pas si pour eux, ils considèrent qu'il y a une crise. C'est normal, quoi. On va gagner, on va perdre. C'est surtout qu'en fin de... Plus les fêtes approchent, plus on a l'impression que les joueurs de Bordeaux, ils sont un peu en avance sur le calendrier. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette crise. RTT, voilà, il y a toujours cette crise de novembre-décembre. On peut regarder, on peut regarder sur les 4 dernières saisons. En novembre-décembre, il y a toujours un ralenti. David, en fait, vous êtes peut-être le témoin, puisque vous suivez aussi les Girondins de Bordeaux. Vous êtes de Libourne, mais vous avez l'occasion de venir au Matmut, rencontrer les présidents. Vous êtes aussi dans les coulisses. En fait, la dernière fois sur Bordeaux-Marseille, vous avez eu l'occasion de passer le match avec le président de Bordeaux et celui de Marseille. Qu'est-ce qui se dit en fait en coulisses en fait, là, sur les Girondins et sur cette incapacité à justement s'installer dans la durée? Parce qu'une saison, en fait, évidemment, c'est à peu près 8 mois. Mais novembre-décembre, c'est important. D'autant plus que Bordeaux ne joue pas la Ligue Europa cette année. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est une période qui est toujours assez compliquée pour tous les clubs en général. Cette période qui est juste avant la trêve de janvier, donc c'est toujours compliqué à pouvoir l'aborder, mais la particularité avec les Girondins... À Bordeaux, justement, voilà. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'un mercato estival assez intense a eu lieu aux Girondins. Ça faisait de nombreuses années qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir autant de mouvements, autant d'arrivées. Il est vrai que Bordeaux a une fibre assez sud-américaine, assez brésilienne, et donc l'adaptation qui est nécessaire à ces joueurs-là qui viennent d'autres pays d'Europe de l'Est ou d'autres pays brésiliens nécessite de pouvoir s'acclimater à notre championnat qui est assez particulier, et ça peut-être se ressentir aussi à ce niveau-là, et les résultats un peu en dents de scie peuvent s'expliquer aussi de cette façon. Mais bon, je pense... comme Norbert l'a indiqué, que c'est sans doute un passage à vide actuellement, mais qui n'est pas déterminant, et je suis persuadé que les Girondins vont réussir à se remettre d'aplomb. Oui, mais c'est tout le temps, on est toujours... Mais c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est un club qui a quand même des grosses structures, qui a un super stade,
pour le fréquenter souvent. Voilà, Foot Express. C'est un écrin qui est quand même, qui doit être tu vois, on doit attendre beaucoup de choses de ça. Et puis j'ai l'impression que ça ronronne. Voilà, je résumerai l'ambiance chez les Girondins. Ça ronronne, alors qu'il y a des super joueurs. Alors quand il n'y a pas de recrutement, ah oui, c'est normal, il n'y a pas de recrutement, donc milieu de tableau. Il y a des recrutements, mais il faut attendre parce que les mecs, je sais pas quoi. C'est le ventre mou. Alors, déjà, on va attendre. On est à 4 points de la Mais sixième place. j'aime bien Bordeaux, attention. Après, là, tu parles de rondement de Bordeaux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui parle de la ville de Bordeaux, mais l'ancien Bordeaux. C'est la même image. L'image de la ville de Bordeaux, c'est quand même une belle endormie, on se fait pas facilement des amis. Oui, aujourd'hui, c'est le petit Paris quand même. Hein. Non, rien du tout. Oui, mais en tout cas, c'est le surnom qui a été donné par les Parisiens. Officiellement. Alors Pascal, ça sera un autre débat. Là, ça me permet justement de faire un petit clin d'œil à un autre collaborateur qui s'appelle Laurent Brun. On est en période de fin d'année. Norbert parlait un petit peu de l'histoire, donc on va présenter ça à la caméra. L'Escure et les Girondins, ça nous permet en fait évidemment de rebondir sur l'Escure, parce que l'Escure c'est le stade Chabandelmas, c'est toute l'histoire, voilà, c'est aussi la massibilité avec Marseille, les 40 ans en fait, il y a beaucoup d'histoires en fait qui sont racontées à travers ce bel ouvrage. Julien B, donc qui est journaliste, notre collaborateur à Gold FM, et Laurent Brun qui est aussi rédacteur pour Foot Express. Voilà, l'Escure et les Girondins, le rendez-vous des légendes. On va laisser un petit peu les Girondins de côté, messieurs, parce qu'on a d'autres débats, notamment revenir sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Mais avant, Norbert, voilà, quand vous n'êtes pas aux loges, dans les loges aux Matmut, vous êtes au service de vos clients. C'est l'occasion, voilà, c'est le moment de présenter votre société. Aleval Consult avec le reportage qui vous est consacré. Un reportage signé Pascal Aguillou qui se promène évidemment. Aleval Consult est une société de directeur informatique à temps partagé, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout le spectre de votre système d'information. Cela va du support utilisateur jusqu'à la gestion des serveurs ou la création de sites web. David ne fait pas encore partie de votre portefeuille client. Lui, il a aussi des clients, puisqu'il est agent de joueur, comme on le disait. Ça nous permet en fait d'arriver sur son activité. Et là, on voit à l'écran, on découvre un jeune joueur, David Bonan, que vous avez signé là, il y a quelques semaines. Il s'agit de Yacine Benraou. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, avec grand plaisir, Olivier. En tout cas, vous êtes bien renseigné. Effectivement, je travaille depuis quelques semaines. Oui, exactement. Un jeune joueur des Girondins de Bordeaux qui fait partie de la vingtaine de joueurs qui, pour la majorité, sont déjà professionnels avec lesquels j'ai la chance de travailler aujourd'hui. Yacine est un jeune milieu de terrain offensif de 18 ans seulement, qui évolue aux Girondins depuis 2014 maintenant. Il a été repéré depuis un petit moment. Yacine a gagné champion de France U19 l'année dernière avec la fabuleuse équipe des Girondins. Aujourd'hui, à l'âge de 18 ans, il évolue avec l'équipe réserve. Il présente de très belles qualités. Moi, c'est un joueur que je suis. C'est un gaucher, ouais, un vrai gaucher. Très adroit au pied, très technique. Mais qui frappe jamais du droit. À droit ou gaucher, parce que c'est un vrai gaucher. Un gaucher à droite. Voilà. Un gaucher à droite, un peu dans le style d'Adam Ounaz, peut-être d'Atem Ben Arfa. C'est un mix des deux. Avec ses particularités à lui, mais ses qualités aujourd'hui sont très très prometteuses et dans la lignée évidemment des joueurs dont vous avez parlé. Donc c'est un joueur qui, à coup sûr, on va entendre parler de lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Au sein des Girondins, évidemment, c'est un nom qui est connu, que Norbert connaît aussi peut-être. Tout à fait. Et à coup sûr, retenez bien son nom, Yacine Benraou, c'est un joueur très très prometteur. Mais là, sur l'image, effectivement, donc ça c'est un match à Saint-Jean-de-Luz cet été. Il faisait partie en fait, voilà, du groupe en fait, de la reprise des Girondins.
Il y avait eu 8-0 de mémoire, il avait signé un doublé. Effectivement, moi, c'était un joueur avec Mallory Nock, et on voit derrière le petit Gabonais qui a été prêté à Pau. Juste Boupenza. derrière la Boupenza, voilà. Et là, il y a Frédéric Mendy avec le numéro 15. Et effectivement, c'est un joueur, moi, qui avait retenu mon attention sur ce match-là, notamment. Je l'avais trouvé assez fluide, assez explosif sur ses prises de balles, ses décalages. Voilà. Donc, un joueur à suivre comme vous nous le conseillez ou recommandez. Nous, on n'achète pas des joueurs. Donc, en tous les cas, voilà, il fait partie de votre vitrine. Et ça m'amène justement à parler de votre activité. Donc, vous êtes agent de joueur depuis quelques saisons. Voilà, donc effectivement, alors je suis avocat mandataire sportif, c'est-à-dire que j'ai la double compétence avec celle d'avocat, où je propose évidemment d'encadrer les sportifs professionnels, de pouvoir surtout intervenir dans les négociations contractuelles, de pouvoir intervenir pour négocier dans l'intérêt de ces joueurs-là, mais également de pouvoir mettre à leur disposition l'ensemble de mes compétences d'avocat d'affaires, pour apporter du service et de pouvoir sécuriser au maximum les intérêts sportifs, mais aussi les intérêts extrasportifs des joueurs, dans la mesure où aujourd'hui, de plus en plus de joueurs recherchent ces différents éléments-là. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir pour une vingtaine de joueurs de football professionnels. Rémi Vercoutre. Voilà. Alors, on veut savoir. On est curieux, on est journalistes. Quelques noms. On peut citer Nicolas Maurice Bellé, Landry Bonnefoy, Valentin Henry. Bon, j'en passe évidemment, ce serait compliqué de citer tout le monde, mais c'est un plaisir en tout cas de pouvoir. Et voilà, nous, l'émission c'est Foot Express, donc on va pas faire la liste de vos 20 joueurs. Donc mais on arrive en fait sur votre dernier voyage, vous étiez au Qatar, à Doha, ça nous intéresse. Alors, et il fait meilleur qu'ici, il fait chaud. Prochaine Coupe du Monde après la Russie, ça sera le Qatar, donc ça tombe bien. Là-bas, vous avez eu l'occasion de rencontrer des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs, notamment Laudrup. On va y revenir juste après. Michael Laudrup. C'est beau. Donc, le bilan de votre semaine, en fait, les contacts, prise de contact, c'est un pays, c'est un championnat en fait qui est attractif pour les joueurs sur le plan financier, mais les joueurs, est-ce qu'il y a un engouement, est-ce qu'il y a des sportivement déjà. Voilà, est-ce qu'il y a un engouement, est-ce qu'il y a des supports dans les stades? Alors tout à fait, oui. Je rentre tout juste d'un déplacement à Doha. Je suis rentré hier soir et je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Dans la foulée, Doha, alors c'était une première pour moi. J'ai passé effectivement une semaine à y faire de très nombreuses rencontres. Dans l'intérêt de mes joueurs, je suis parti là-bas à la rencontre de plusieurs clubs avec lesquels j'ai eu rendez-vous avec les dirigeants de ces différents clubs, tous des clubs de première division, dont la majorité sont situés à Doha même. Alors le football est évidemment le sport le plus populaire dans ce pays-là. Ce n'est pas par hasard si la Coupe du Monde 2022 aura lieu au Qatar. Donc il est vrai qu'en se promenant tout au long du pays, on voit de nombreux stades en pleine construction, spécifiquement pour cette prochaine compétition. Il y a un véritable engouement pour le football, c'est indéniable, et il est vrai que le football du Qatar se développe de plus en plus, et ils sont aujourd'hui à la recherche de joueurs européens pour pouvoir évidemment apporter une plus-value à leur championnat et de pouvoir apporter des compétences supplémentaires que n'ont pas les joueurs locaux. Et donc c'était effectivement l'intérêt de mon déplacement là-bas, pour pouvoir discuter de certains joueurs que je représente, de pouvoir discuter de l'hypothèse d'une arrivée dans leur championnat, et ce qui m'a permis de rencontrer 6 clubs là-bas, donc des clubs que l'on connaît en France, qui ont une renommée aussi internationale, hein, tel que le club d'Al Rayyan, où vous citiez Michael Laudrup, qui est l'entraîneur de cette équipe-là, après avoir entraîné Swansea en Première Ligue. Il y a également le club d'Al Sadd, où joue Xavi, l'ancien joueur de Barcelone, l'international. Ouais. Espagnol. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le développement notamment du football en Chine ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Alors je pense que la comparaison peut être faite dans la mesure où automatiquement on assimile le Qatar argent, la Chine actuellement c'est évidemment la même chose, mais il faut quand même souligner que l'intérêt du Qatar pour des joueurs européens, des joueurs avec une plus-value footballistique, ne date pas d'hier comme c'est le cas pour la Chine, mais les premiers joueurs à s'être expatriés en fin de carrière pour pouvoir y évoluer, ça remonte aux années 2000 à peu près, avec notamment tous nos champions du monde, en passant par Christophe Dugarry, Franck Leboeuf. Ils ont tous été faire des piges. Voilà, exactement. Ils sont tous allés faire des piges là-bas. Et donc, en tout cas, à mon avis, on ne peut pas parler du côté éphémère dans la mesure où c'est toujours le cas. Mais ce sont quand même des équipes qui ne veulent pas enrôler des joueurs pour enrôler des joueurs. Ils recherchent quand même des compétences réelles, des joueurs qui ont su montrer des choses toutes particulières. Et le Qatar n'est pas un club qui sera là pour rémunérer outrancièrement des joueurs qui n'en ont pas le niveau, en tout cas. D'accord.
Ça, c'est une certitude, et en tout cas, ils vous l'expliquent, et ils ne souhaitent pas voir dans leur club des joueurs que nous ne verrions pas jouer en championnat de Ligue 1. Donc en tout cas, tu as représenté tes joueurs, et tu étais à 2 doigts de signer. Voilà. C'est ça. C'était pour le Voilà, donc en fait, le maillot derrière David, c'est pas vous qui nous l'avez ramené, mais c'est le maillot de Wabi Kazri, un ancien joueur de Bordeaux. La transition, elle est facile, puisqu'en fait, il est international tunisien. On va évidemment, messieurs, maintenant, aborder le tirage au sort de la Coupe du Monde. La France a été bien servie. On dit toujours que Didier Deschamps, il a de la chance au premier ou au second tirage. En fait, il devrait peut-être même jouer au loto ou à l'euro-million. En tous les cas, le tirage au sort, il a été réalisé par Maradona, la main de Dieu. Et donc ça nous amène en fait à analyser le groupe de l'équipe de France. Donc l'équipe de France a tiré le Pérou, a tiré le Danemark et a tiré, David, l'Australie. Évidemment les kangourous qu'on ne connaît pas. Ils vont peut-être venir en sautant, en boitillant, on ne sait pas exactement. Mais bon, voilà, on est dans des blagues avec Pascal. Donc là, il y a un partout. Ça va nous permettre en fait d'avoir juste un petit témoignage, puisque on est sur le Danemark. En fait, on va s'adresser à Norbert, puisqu'il y a un lien entre le Danemark et les Girondins de Bordeaux. Vous nous le rappeliez. Quels sont vos souvenirs? En fait, le Danemark pour vous, c'est 1984. 1984. L'Euro en France, où ils sont allés jusqu'en demi-finale, éliminés par l'Espagne, il me semble. D'ailleurs, on parlait de Laudrup. Donc voilà, Michael Laudrup qui en faisait partie. Moi, il y avait Claire Larsen, qu'après j'ai suivi un peu, qui était un buteur aussi, qui a eu une jolie carrière. Et Jesper Olsen, qui avec l'histoire du carton rouge, Manuel Amoros, qui a failli le priver d'Euro, il a rejoué juste en finale après derrière. Puis le but de Platini, alors, c'était je crois que c'était le premier match de l'Euro de l'équipe de France. Et c'était un match qui a lancé l'Euro un peu comme en 98, France-Afrique du Sud, où c'était pas un beau match, il y a eu 1-0, ça a suffi, ça a lancé sur de bonnes bases, avec un but un peu chanceux contre le Danemark, un tir détourné de Platini. Et donc dans l'histoire, voilà, il y a des joueurs danois en fait qui ont marqué en fait l'histoire des Girondins de Bordeaux, des joueurs que vous avez appréciés pour leur professionnalisme, pour leur qualité de jeu aussi. Les Danois, c'est. Il y en a eu 2 il y a très longtemps, avant les années 80. Donc là, j'en parlerai pas. Je suis pas qualifié. Je suis trop jeune. Sinon, celui qui m'a le plus marqué, c'est Jesper Olsen, qui est un ailier gauche, un peu à l'image de Yacine. C'est à peu près le même gabarit, un petit gabarit. Et il n'y a pas longtemps, Bichente Lizarazu a dit à propos de lui que c'était avec lui qu'il y a eu la meilleure fusion côté gauche avec un ailier et un arrière, que c'était vraiment un plaisir de jouer avec lui. Moi, je l'aimais beaucoup parce que voilà, par rapport à son caractère, à sa qualité, vivacité. Et après, il y a eu Jacob Friis-Hansen l'année du titre, mais qui a fait juste une pige et qui est reparti à la fin de la saison. Donc voilà. Et maintenant, il y a Lucas Larager qui a l'air ma foi pas mal du tout. Lucas Larager, voilà, qu'on avait justement rencontré, donc ça faisait l'objet d'une interview lors de la deuxième émission, et lui en fait il expliquait effectivement qu'il avait besoin de faire des bons résultats avec Bordeaux pour évidemment espérer intégrer cette liste-là. En fait il ne savait pas évidemment qu'il allait tirer la France, mais je pense qu'en fait il est plutôt ravi. Et puis en fait dans les adversaires de l'équipe de France, David, là je m'adresse à vous, il y a aussi le Pérou. Effectivement, le Pérou, qui est une nation assez méconnue pour nous, vu de la France. C'est, me semble-t-il, la 11e... ils sont situés à la 11e place de la FIFA, du classement FIFA. C'est une équipe méconnue, mais qui a fini en 2015 3e de la Copa América. Au cours des qualificatifs de la Coupe du Monde, ils ont fini 5e du groupe Am Sud. Donc c'est ce qui peut aussi laisser une certaine part de méconnaissance pour tous les adversaires auxquels ils peuvent être confrontés, mais il ne faut pas se le cacher, c'était la nation du deuxième chapeau lors du tirage que tout le monde voulait avoir la chance de tirer. Donc c'est une nation méconnue, mais avec laquelle je pense la France aura le plaisir de jouer. Autre élément à rajouter, je pense, c'est une nation qui n'a pas évolué en Coupe du Monde depuis 1982. La France avait eu l'occasion de les affronter à cette époque. Et toutes les équipes, toutes les nations d'Amérique du Sud sont très difficiles à jouer. Un football assez particulier, et cette nation du Pérou aura sur ses épaules le souhait de tout un peuple qui est déjà ravi de les voir participer à cette Coupe du Monde, et je pense qu'ils auront le cœur à jouer et n'auront rien à perdre. C'est pour ça que c'est le style d'équipe. D'ailleurs, la dernière confrontation, date de 82, c'était un match amical. Je crois que la France a perdu 1-0 contre le Pérou. Voilà, bah oui, mais... Comme quoi, hein. Donc voilà, on pense, voilà, évidemment, parce que c'est pas le Pérou, voilà, j'allais la faire, tu vas te lancer. Et c'est vrai que il y a quand même des joueurs de qualité.
On l'a dit, c'est quand même c'est leur 5e participation à une phase finale de Coupe du Monde, même si ça fait depuis 82, donc ça fait un peu de temps qui s'est écoulé, mais c'est quand même leur 5e participation. Ils ont effectivement, alors j'ai pris des notes parce que je connais pas tout par cœur, mais 3e évidemment de Copa América en 2015, quart de finale en 2016. Ouais. Voilà, ils ont quand même des joueurs qu'on connaît, qu'on connaît moins bien que évidemment Farfan. Voilà, l'attaquant. Mais mettez vos notes en fait sous vos yeux parce que là, voilà. Non, mais c'est pas confortable ni pour la caméra ni c'est pas un scred sur le côté. Affichez vos notes, que ça soit plus clair et audible. Mais il est vrai que le Pérou n'est pas. Et surtout le gardien de but, Galez, qui a des stats, c'est une citadelle imprenable. Voilà, donc ils ont quand même quelques qualités. Voilà, et pour la petite histoire. Voilà, pour la petite histoire. Le surnom de l'équipe nationale du Pérou, c'est Los Incas. Voilà, les Incas. Les Incas. Tout simplement. Alors, ça nous permet simplement de se projeter un petit peu parce qu'on imagine qu'à travers ce groupe, sauf si vous allez peut-être me contredire, messieurs, mais normalement, on devrait terminer dans les 2 premiers, même avec la première place éventuellement. Donc, on serait amené à rencontrer ou l'Argentine, ou le groupe D, alors, la Croatie, ou le Nigeria. Voilà. Donc là, dès les 8e de finale, c'est un tableau en fait qui se durcit quand même un petit peu. David ? Oui, tout à fait, un tableau qui se durcit. Alors, comme vous l'avez dit. Et l'Islande, non, c'est pas prévu. L'Islande, ils voyagent, voilà, ils sont contents d'aller là-bas. Après, on peut pas savoir s'ils vont passer au 2e tour. Dans tous les cas, ils sont là, on est ravis de les accueillir. Pascal, maintenant, c'est David qui parle, merci. Tout à fait, c'est vrai que. En tout cas, ça peut nous annoncer un 8e de finale explosif avec l'une des 4 nations de ce groupe-là. Voilà, Argentine, Nigeria, Islande pour faire plaisir à Pascal ou Croatie. Tout à fait, inévitablement ce sera un beau 8e de finale, mais on verra évidemment. Donc on est déjà en demi-finale. Non, pas du tout, mais il est vrai que beaucoup de langue de bois, on l'entend aussi de par la fédération avec le président ou le sélectionneur, un peu échaudé par ce qui s'est passé en 2010, notamment par rapport à un groupe qui était aussi sur le papier totalement accessible, qu'aujourd'hui la langue de bois est de rigueur, mais si Didier Deschamps a été renouvelé dans son poste de sélectionneur, c'est pour des objectifs évidemment bien précis, et je n'ose pas croire que la France se limite à simplement passer le premier tour ou à s'arrêter en 8e de finale. Alors dans les équipes qui doivent rebondir, il y a le Brésil notamment. Pascal, ça va nous permettre en fait de voyager encore un petit peu grâce à vous. Notre reporter Globetrotter, vous avez fait une interview, vous m'avez accompagné pour réaliser une interview dans un salon de coiffure. C'est une petite dédicace à Jérôme Demanger, qui est notre partenaire sur Foot Express. Et là, on va découvrir justement l'ancien capitaine du Brésil, capitaine du PSG, Thiago Silva, qui nous parle effectivement un petit peu de la sélection, du PSG, et ce qu'il ne fait pas quand il joue au foot. En fait, c'est un sujet intéressant que je vous propose de découvrir. Nous sommes joueurs de foot, alors que toujours vient à la télé, alors besoin c'est très belle, non? Parce que le Brésil manque un petit peu à nous, surtout moi qui suis un garçon de Rio, de la plage et tout. Alors il manque beaucoup Rio, mais je suis très content d'être ici à Paris, en France. C'est un pays très facile de vivre, non? Avec la famille. Je pense que jamais pensé en jouer en France sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe. C'est très important pour moi. Je suis très content d'être ici avec le Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs brésiliens ont joué ici. Ronaldinho, Raí, Ricardo Gomes. Alors je suis très content d'être ici. Mais j'ai besoin de travailler pour gagner la Champions League, qui est l'objectif de ce club. Je pense que j'ai soigné beaucoup pour ce moment d'y essayer la Champions League aussi, parce que c'est mon rêve, ça. Quand tu as pas de match avec le PSG, tu aimes bien rester en famille, mais qu'est-ce que tu aimes bien en fait, découvrir peut-être dans la ville, à Paris? Je suis un garçon très tranquille, non? Je reste toujours à la maison, je ne sors pas. Je n'aime pas la boîte, la discothèque aussi. Je suis très tranquille. À Rio aussi, c'est pas juste ici en France. À Milan aussi.
Et quand je ne joue pas, je reste à la maison avec ma famille, avec mon fils, peut-être un cinéma pour les enfants. Mais quand je ne joue pas, je suis juste à la maison pour reposer un petit peu parce que le foot, c'est très fatigué. Pour la tête aussi, pour reposer un petit peu. Et juste penser les prochains mètres qui pour moi, c'est très important. Je suis très, très confiant de cette équipe, mais j'ai besoin de penser tous les jours les prochains mètres. Et je suis comme ça. Je regarde tous les jours les prochains mètres du Paris Saint-Germain pour savoir la qualité de l'adversaire. Du coup, voilà, on est ravis d'accueillir Jérôme Bianchi, un de nos partenaires au Trophée Olympique. Bonjour Jérôme, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Et en plus, ça tombe bien, vous revenez de Rio. On était avec Thiago Silva à Paris dans un salon de coiffure. Vous revenez de Rio avec une réplique de la Coupe du Monde. Donc dans la dernière émission, en fait, on avait eu l'occasion de parler de nos pronostics juste avant le tirage au sort. Le tirage au sort, en fait, vous l'avez découvert comme nous. La France, le Pérou, l'Australie et le Danemark. Non. Qu'est-ce que ça évoque en fait comme souvenir pour vous, ces équipes, le Danemark, l'Australie? Le Danemark, c'est quand même une équipe un peu rude, si j'ai bonne mémoire, mais qui est très intéressante à jouer, avec des spectateurs intéressants. Le Pérou, ce qui est bien, c'est qu'au moins on va un petit peu voir un jeu différent. On va voir ce que vraiment les Bleus sont capables de faire avec ce jeu un peu atypique et qu'on connaît très peu, en l'occurrence. On sait qu'ils ont fait quand même quelques phases finales, on sait que certaines choses. Et l'Australie, c'est ça, l'Australie, c'est un peu l'inconnu, oui. Et une deuxième inconnue là aussi. L'équipe de France peut tirer une belle place. Maintenant, il ne faut pas qu'elle prenne ces clubs, ces nations à petit niveau. Je pense que quand même ce sont des joueurs aussi qui jouent un peu partout dans le monde. Donc à eux quand même d'être forts et de ne pas penser qu'ils sont plus forts que les autres, principalement. Oui, Pascal, il y a même le sélectionneur du Pérou en fait, qui a dit qu'il attendait vraiment ce match contre l'équipe de France parce que ça va non seulement lui permettre en fait, de juger, de jauger un petit peu son équipe, mais il a même promis en fait, du spectacle. En fait. Le Pérou-France, il a annoncé un match vraiment pétillant et spectaculaire. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a eu quelques beaux ambassadeurs du football sud-américain, comme le Chili. Voilà, évidemment, on connaît tous l'Argentine, ce genre. Mais c'est vrai que avec l'Uruguay, voilà, il y a quelques beaux ambassadeurs et je pense que le Pérou en fait partie. Ça va pas être évident. Ils sont d'ailleurs coachés par un Argentin. C'est assez. Le Danemark est coaché par un Norvégien et l'Australie était coaché par un Grec, voilà, qui a démissionné. Voilà, lui il a craqué apparemment, mais c'est pour des raisons d'épuisement ou de. Parce que c'est vrai que l'Australie ça a été un marathon pour se qualifier. Mais du coup, je pense que ça peut aussi avoir un effet bénéfique pour eux, c'est-à-dire que ça a forgé un groupe. Parce que je crois que ça a duré 30 mois, ils ont visité 11 pays. Après, pour moi, l'Australie, vous parliez de jeux physiques avec le Danemark. À mon avis, l'Australie est beaucoup plus physique que le Danemark. Ils ont des jeux très rudes, on et connaît très, très joueurs physiques. Comme Cahill. Moi, je me souviens de matchs amicaux à l'équipe de France, on en parlait tout à l'heure avec David, où il y avait un match amical Australie-France et la France est revenue avec 2 ou 3 blessés, dont Dugarry qui jouait à Bordeaux, qui était revenu à Bordeaux à l'époque. Et du coup, ils ont un jeu vraiment, vraiment très rude. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète pour la suite, pas pour le résultat, parce que bon, je pense qu'on. C'est pour ça que ça va pas être évident pour la France. Mais pour gérer le physiquement. Parce que là, on a des équipes complètement différentes. Effectivement, il y a aussi un joueur, Lecky, qui joue en Bundesliga. Je crois qu'il est à Hertha Berlin. Il vient de changer de club. Et c'est vrai qu'on a le côté australien. On connaît leurs vertus, notamment à travers le rugby. Où, voilà, c'est des vertus quand même communes. C'est culturel, on va dire. Voilà, ça lâche rien. C'est costaud. Ils ont quand même quelques joueurs de qualité. Le Pérou, on sait que techniquement c'est très fort, c'est beau à voir, mais c'est plus dans le mental que ça va le jouer. C'est vrai que si le Pérou prenait un peu de la mentalité danoise et que les Danois prennent un peu de la technique du Pérou, là on serait. Mais bon, en l'occurrence c'est David. Ça. Ouais, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Pascal, c'est vrai que le départ de Postecoglou
risque de modifier pas mal d'éléments parce que ça faisait 4 ans maintenant que l'Australie évoluait avec le même sélectionneur, avec une véritable identité de jeu, même si les éliminatoires avaient été difficiles. Il est vrai qu'à 7 mois de la Coupe du Monde, il va être compliqué de retrouver cette dynamique, de pouvoir conserver ce qui est fait maintenant depuis 4 ans par cette même sélection. Donc à mon avis, il y a aussi une grosse inconnue par rapport à cet élément-là et on annonce peut-être 2 sélectionneurs différents pour remplacer Postecoglou. Jürgen Klinsmann. Alors, moi j'avais entendu peut-être l'entraîneur de l'équipe de Sydney FC ou sinon le fameux Bielsa qui a été remercié par le club de Lille. Alors Pascal, tout à l'heure vous évoquiez en fait l'Uruguay dans les pays sud-américains qu'on connaissait un petit peu. Ça me permet en fait de donner simplement le groupe A puisque la Coupe du Monde elle se passe en Russie. Donc la Coupe du Monde en Russie avec dans le groupe A la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Le groupe B, messieurs, le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran, on va terminer sur ça, on va y revenir. Le groupe C, donc on l'a donné, c'est l'équipe de France avec l'Australie, le Pérou, le Danemark. Le groupe D, ça sera les adversaires potentiels des Bleus, donc l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria, avec l'Islande, que vous affectionnez particulièrement comme équipe, Pascal. On va vous envoyer en reportage en Islande assez rapidement. Le groupe E, on l'a vu à travers Thiago Silva, avec le Brésil, la Suisse, le Costa Rica, la Serbie. Le groupe F avec l'Allemagne, le Mexique, la Suède, la Corée du Sud. Le groupe G avec la Belgique, le Panama, la Tunisie de Wabi Kazri, en fait le maillot derrière vous David, et l'Angleterre. Et le groupe H, on y reviendra dans une prochaine émission, Pascal. Il y a la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Alors messieurs, on termine simplement l'émission sur l'analyse du groupe B, je vous le redonne, on fait un petit tour de table. Le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Alors Norbert, on commence par vous. Ça, c'est un groupe quand même particulièrement relevé. Tout à fait. En plus, après, Portugal, Espagne, Maroc sont des pays qui sont même proches, géographiquement. Et du coup, ils se connaissent bien, je suppose. Ça va être très serré. Après, l'Iran, ça sera permettre aussi de... Il y a toujours Pascal. l'Italie. Ah bah en fait, l'Italie, il me semblait qu'ils allaient même peut-être annuler la Coupe du Monde. On va pas y revenir, nous on investit dans un plasma, donc évidemment vous pourrez regarder la Coupe du Monde en Russie, nos amis italiens sur les plasmas, tous les formats d'ailleurs. Et on a un peu participé tablette, puisqu'on avait, c'est Cannavaro qui a fait le... Fabio Cannavaro qui a fait le tirage, on a un peu participé et on s'est fait un peu tacler par le présentateur. Et donc Jérôme, vous effectivement il y avait le Portugal, l'Espagne, le Maroc et donc dans les pronostics en fait vous aviez évidemment souligné ça sur la dernière émission. Portugal, Espagne, Maroc dans un même groupe, ça c'est quand même ça va être difficile de valider son ticket. Ça va être une tension énorme parce que ce sont deux nations qui s'apprécient beaucoup. Mais sportivement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, ils vont jouer vraiment la gagne. Donc, je pense que ça va être intéressant d'être à Madrid ou à Barcelone pour voir le match dans un bar. Je pense que ça va être extraordinaire. Après, sur le terrain, est-ce que le match va être à la hauteur ? Oui. Ça va être notre paire de manches parce qu'ils vont pas vouloir. Parce que le Maroc aussi, c'est pas. Je veux dire, ça va être une équipe compliquée à jouer pour eux. Hein. Après, contre l'Iran, ça va être un match compliqué, mais je pense qu'ils vont passer aisément, autant l'Espagne que le Portugal et voir le Maroc. Parce que le Maroc, quand même, n'est pas une petite nation en parlant de football, parce qu'ils jouent quand même dans tous les grands clubs européens. Bien sûr. Donc là-dessus, je pense que l'Iran va avoir de sacrés matchs, être même pour eux, ça va être très très compliqué. Le Maroc, par contre, avec les deux autres nations... Ça peut être l'arbitre du groupe, d'ailleurs, l'Iran, parce qu'en fonction de, tu sais, si tu accroches un match nul, tu rates un peu ton... Voilà, ça peut être... bon, a priori, sur le papier, on pense que l'Iran, bon, voilà. Et comme l'Islande, pareil. Ils vont pas ça. Pas forcément pour les mêmes raisons. Non, voilà. Après, bon, bien sûr, par rapport aux résultats que l'on voit au niveau des équipes nationales, on peut se dire que l'Espagne devrait finir en tête du groupe. Ouais. Mais le Portugal va être quand même là. Mais moi je verrais bien l'Espagne et le Maroc. Ce qui est un peu dommage, et le Portugal à la trappe. Ce qui est un peu dommage parce que dans le même avion que les Islandais et que voilà. Pour nous deux, c'est quand même dommage. Hein. À l'Italie. Ça on peut pas ça c'est ça reste un travers. Moi j'ai envie de vous offrir quelque chose en fait, même si vous l'avez jamais eu dans les mains, faites un petit lot de consolation pour nos amis italiens. Hein, bon, là, vous allez vous la prêter parce qu'on en a qu'une pour deux. Vous allez nous la prêter. Paolo Rossi. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. On vous remet évidemment la collection Foot Express à chacun de nos invités.
Vous êtes 3 parce que Pascal il compte pas, il a son avion pour l'Islande qui l'attend. David, merci d'être venu rapidement pour l'émission Foot Express de Doha. On vous retrouvera avec plaisir. Jérôme Bianchi, on termine avec vous au Trophée Olympique. Vous étiez associé à l'autre Jérôme du salon Infinitive Coiffure. C'est le maillot des Girondines de Bordeaux qui a été gagné sur les réseaux sociaux par Pauline. Qu'on salue. Donc le maillot, on en avait encore besoin pour l'émission. On te l'envoie demain. La poste en fait est ouverte. Donc Pauline, tu recevras le maillot des Girondines de Bordeaux chez toi. On te remercie et on te souhaite de joyeuses fêtes. Merci à tous. C'était l'émission Foot Express Live numéro 3. Merci à la réalisation, Eric Imbeau et toute son équipe. Pascal, il y a votre avion pour l'Islande. J'y vais là. Voilà, il faut y aller. Le passeport, tout ça, tout est en règle. Et oubliez pas la coupe parce que voilà, la Coupe du Monde en Italie, vous la regarderez à la télé. Allez, merci à tous, à très vite. Ça fait...